Most rock gods are nostalgia merchants, endlessly packaging and selling their own legends. Tonight, I'm joined by the opposite, a man who's never stopped searching for something bigger than himself. Please welcome the passionate Mr. Robert Plant. Robert Plant déteste ces groupes, et il n'a pas peur de le dire. La légende de Led Zeppelin n'a jamais été du genre à se taire. Mais certaines de ses attaques ont laissé ses fans complètement bouche bée. Les icônes du rock sont généralement soudées, n'est-ce pas? Pass Plant. Il s'en est pris à certains des plus grands noms de la musique, les qualifiant de fades, surfaits et même carrément embarrassants. Personne n'est à l'abri. Des imitateurs qui tentent de voler le son de Zeppelin aux chanteurs qu'ils trouvent terriblement prétentieux. Alors, quels sont les 5 groupes qui ont suscité son dégoût absolu? Découvrons-le dans cette vidéo. The Who est l'un des groupes de rock les plus durables de tous les temps, se produisant depuis des décennies et continuant de tourner même après la disparition de membres clés. Cependant, tout le monde ne voit pas cela d'un bon œil. Robert Plant, le légendaire leader de Led Zeppelin, a un jour exprimé sa déception face à la persistance de The Who, notamment après la mort de leur batteur fondateur, Keith Moon. Moon, connu pour son jeu de batterie chaotique et imprévisible et sa personnalité hors du commun, est décédé tragiquement en 1978 des suites d'une overdose de médicaments destinés à traiter son sevrage alcoolique. Sa mort a été un coup dur pour The Who, mais au lieu de se séparer, ils ont choisi de poursuivre avec un nouveau batteur, Kenny Jones, ancien membre des Small Faces et des Faces. Si Jones était un musicien compétent au jeu plus structuré et contrôlé, il lui manquait l'énergie débridée et déchaînée qui caractérisait Moon derrière la batterie. Pour Plant, cette décision de continuer sans Moon a marqué un déclin significatif de l'esprit et de l'authenticité du groupe. Plant a ouvertement exprimé son opinion sur les dernières années de The Who, critiquant leur performance comme terne et sans inspiration. Dans une interview accordée à Rolling Stone, il a déclaré « J'ai vu The Who déambuler dans les stades américains et j'ai trouvé cela tellement ennuyeux, évident et triste. Le fait qu'ils aient continué sans Keith Moon a toujours été un mystère pour moi. Il reconnaissait le talent de Kenny Jones, mais soulignait que son jeu précis et contrôlé contrastait fortement avec le jeu explosif et imprévisible de Moon. L'excitation était retombée, et The Who n'était plus si spécial. Pour Plant, la décision des Who de poursuivre le groupe malgré le décès de Moon était une erreur qu'il refusait de commettre avec Led Zeppelin. Lorsque John Bonham, le batteur emblématique de Zeppelin, décéda en 1980 des suites d'un accident lié à l'alcool, Plant et le reste du groupe prirent la décision difficile de se séparer plutôt que de tenter de le remplacer. La batterie de Bonham était un élément essentiel du son de Zeppelin, et Plant estimait que continuer sans lui aurait porté préjudice à leur héritage. Si les membres survivants se sont parfois réunis pour des concerts spéciaux, Led Zeppelin ne s'est jamais véritablement reformé. Contrairement à The Who, qui a continué à tourner et à sortir de nouveaux morceaux bien après ses années de gloire. Il est intéressant de noter que les membres de The Who ont parfois partagé les sentiments de Plant. Le guitariste Pete Townshend et le chanteur Roger Daltrey ont tous deux admis que poursuivre le groupe après la mort de Moon avait été difficile et, rétrospectivement, n'était peut-être pas le bon choix. La séparation du groupe en 1982 laissait penser que même eux doutaient de leur avenir sans Moon. Cependant, ils se sont reformés quelques années plus tard et sont restés actifs depuis. La perte du bassiste John Entwistle en 2002 a mis à rude épreuve la résilience du groupe. De nombreux fans et critiques pensaient que ce serait le coup de grâce pour The Who, mais ils ont persévéré. Daltrey et Townshend, les derniers membres originaux, ont continué à se produire sous le nom de The Who, malgré les nombreux changements de formation et leur âge avancé. Pour certains, cette persévérance témoigne de leur amour pour la musique et de leur dévouement envers leurs fans. Pour d'autres, Don't Plant. Ce groupe représente l'ombre de sa grandeur passée, un héritage qui aurait été mieux préservé s'ils avaient choisi de se retirer lorsque leur formation emblématique n'était plus intacte. Si The Who continue de remplir les stades et de livrer des performances puissantes. Le point de vue de Plant met en lumière un débat plus large dans le monde du rock. Les groupes légendaires doivent-ils perdurer même après le départ de leurs membres clés, ou doivent-ils préserver leur héritage en sachant quand s'arrêter? Il n'y a pas de réponse définitive, car la situation de chaque groupe est unique. Cependant, pour Robert Plant, la décision était claire. Led Zeppelin a mis fin à sa collaboration avec Bonham, et c'était le bon choix pour eux.
La relation de Robert Plant avec Led Zeppelin est complexe et, parfois, profondément conflictuelle. Alors que de nombreux fans considèrent Zeppelin comme l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, Plant lui-même s'est montré étonnamment critique envers son ancien groupe et son héritage. Contrairement à de nombreuses légendes du rock qui se complaisent dans la nostalgie de leur gloire passée, Plant prend souvent ses distances avec la musique de Led Zeppelin, allant même jusqu'à exprimer son dédain pour certains aspects de celle-ci. Dans une déclaration inattendue et brutalement honnête, Plant a un jour admis « Je ne peux reprocher à personne de détester Led Zeppelin. Si vous avez détesté Stairway to Heaven, personne ne peut vous en vouloir, tant le groupe était pompeux. Ce genre d'autocritique est rare chez les icônes du rock. Mais il reflète la tendance de Plant à scruter son travail passé plutôt que de se réjouir de son succès. Contrairement à ses critiques envers The Who pour avoir continué sans membre clé, ses critiques envers Zeppelin sont plus personnelles. Il ne semble pas s'offusquer de l'influence continue du groupe, mais plutôt de son propre rôle au sein de celui-ci, notamment de son chant haut perché et flamboyant et de l'image hors du commun qui le définissait comme leader de Zeppelin. Plant a souvent remarqué que certaines chansons de Zeppelin le font grincer des dents à l'écoute, estimant que son chant était surfait ou exagéré. Il a particulièrement exprimé son aversion pour Stairway to Heaven, sans doute le titre le plus célèbre du catalogue de Zeppelin et l'une des chansons les plus emblématiques de l'histoire du rock. Si les fans la considèrent comme un chef-d'œuvre, Plant l'aperçoit comme une épopée excessive, un produit de son époque qui, à ses yeux, a mal vieilli. Son détachement envers la chanson est si fort qu'il a souvent refusé de l'interpréter en solo, malgré les incessantes supplications de ses fans. Mais les sentiments complexes de Plant envers Led Zeppelin vont au-delà de la simple critique artistique. Pour lui, Zeppelin est lié à certains des moments les plus douloureux de sa vie. Il a déclaré que, dans son esprit, Led Zeppelin était réellement mort en 1977, des années avant la dissolution officielle du groupe. Cette année-là, Plant a subi une perte personnelle inimaginable. La mort de son fils de 5 ans, Carrick, des suites d'une maladie soudaine. Cette tragédie a dévasté Plant, le laissant émotionnellement brisé. À l'époque, Zeppelin était au sommet de sa carrière, mais pour Plant, le succès ne signifiait rien face à un chagrin aussi accablant. La perte de son fils n'était qu'un des sombres souvenirs qui rendaient l'héritage de Zeppelin douce et amer pour lui. Les dernières années du groupe furent marquées par les excès, la dépendance et l'autodestruction. Son meilleur ami et compagnon de groupe, le batteur John Bonham, sombrait dans l'alcoolisme, et le statut légendaire du groupe s'accompagnait d'un mode de vie de plus en plus chaotique. À la fin des années 70, la pression liée à Zeppelin était devenue insupportable pour Plant. La musique, autrefois exaltante, avait désormais un poids émotionnel trop lourd, et le groupe qui avait été son univers tout entier était devenu quelque chose qu'il souhaitait quitter. La disparition tragique de Bonham en 1980 fut le coup de grâce. Contrairement à The Who, qui a continué sans son batteur d'origine, Led Zeppelin a choisi de mettre un terme à son aventure sur le chant. Plant a joué un rôle déterminant dans cette décision, refusant même d'envisager de remplacer Bonham. Pour lui, Zeppelin était un chapitre clos, et il a passé le reste de sa carrière à tenter de se forger une nouvelle identité musicale, loin de l'ombre de son passé. Aujourd'hui, Plant continue d'évoluer en tant qu'artiste, explorant le folk, le blues et la musique du monde, refusant de se reposer sur la nostalgie de Zeppelin. Si son ancien groupe reste l'un des plus appréciés de l'histoire du rock, Plant lui-même a accepté de ne plus être le dieu du rock aux cheveux d'or des années 1970. Il embrasse le changement, la réinvention et l'évolution, ce qui le distingue de nombre de ses pairs qui s'accrochent encore à leurs heures de gloire. Pour Plant, Zeppelin était à la fois une bénédiction et une malédiction. Il lui a tout donné, mais il lui a aussi beaucoup enlevé. Et si les fans chériront à jamais l'héritage de Led Zeppelin, Plant lui-même a choisi de le laisser de côté. Robert Plant n'a jamais été du genre à édulcorer ses opinions. Et lorsqu'il s'agit de Greta Van Fleet, un groupe souvent présenté comme la réincarnation moderne de Led Zeppelin, ses commentaires sont à la fois cinglants et complices. Si de nombreux fans de rock classique saluent le son de Greta Van Fleet comme un retour bienvenu au style emblématique de Zeppelin, Plant les perçoit sous un angle très différent. Il reconnaît leur talent, mais semble également peu impressionné par leur originalité, notamment en ce qui concerne la voix du chanteur Josh Kiska. Dans une interview, Plant a exprimé clairement son opinion sur les jeunes rockers. Il y a un groupe à Détroit qui s'appelle Greta Van Fleet.
c'était Led Zeppelin. Magnifique petit chanteur. Je le déteste. Même si la remarque peut paraître dure à première vue, elle était probablement formulée de manière plus taquine ou sarcastique. Cependant, il est indéniable que Plant trouve le son du groupe, Inspired Zeppelin, un peu trop familier. Il a ajouté « Il a emprunté sa voix à quelqu'un que je connais très bien. » Mais qu'est-ce qu'on va faire? Au moins, il a un peu de style, car il a dit avoir basé tout son style sur Aerosmith. La critique de Plant semble se concentrer principalement sur le chant de Kiska, qui ressemble étrangement au sien à l'époque où Zeppelin était à son apogée. Les gémissements aigus et le phrasé dramatique de Kiska rappellent indéniablement le style signature de Plant. Et on comprend aisément pourquoi de nombreux auditeurs ont d'abord pensé que Greta Van Fleet était une sorte d'hommage. Si certains pourraient y voir un hommage flatteur, Plant semble y voir une simple imitation, dépourvue de l'énergie brute et imprévisible qui faisait la singularité de Zeppelin. Formé en 2012, Greta Van Fleet s'est rapidement fait remarquer grâce à son rock bluesy et son esthétique rock classique, suscitant inévitablement des comparaisons avec Led Zeppelin. Leur tube percutant, Highway Tune, comportait des riffs de guitare brute et un chant planant qui aurait facilement pu être confondu avec un morceau de Zeppelin depuis longtemps oublié. Critiques et fans se demandent si Greta Van Fleet est une bouffée d'air frais dans un paysage rock dominé par la pop et le hip-hop, ou simplement un groupe s'appuyant trop sur le passé sans apporter de nouveautés. Si certaines légendes du rock ont loué le groupe pour avoir préservé l'esprit du rock classique, les commentaires de Plant suggèrent qu'il n'adhère pas totalement à l'idée d'un Zeppelin 2. Il a passé une grande partie de sa carrière post-Zeppelin à éviter la nostalgie et à s'efforcer de se démarquer du passé, explorant le folk, le blues et les musiques du monde plutôt que de s'accrocher au son hard rock qui l'a rendu célèbre. Il est possible qu'il considère Greta Van Fleet comme un groupe figé dans une faille temporelle, recyclant un son qu'il a lui-même dépassé depuis longtemps. Malgré les sentiments mitigés de Plant, Greta Van Fleet continue d'assumer les qualités de Zeppelin, même s'ils ont fait des efforts pour peaufiner leur son et établir leur propre identité. Kiska a réagi aux comparaisons en insistant sur le fait que si Led Zeppelin est une influence, le groupe ne cherche pas à copier qui que ce soit. Il a pris acte des commentaires de Plant, mais est resté imperturbable, les considérant davantage comme une reconnaissance que comme un rejet catégorique. The Doors. Bien que Jim Morrison soit largement considéré comme l'un des chanteurs les plus énigmatiques et charismatiques du rock, Plant a exprimé son scepticisme quant à sa présence scénique et à l'approche artistique globale du groupe. Il a accusé les Doors d'être excessivement complaisants et prétentieux, notamment concernant les performances théâtrales et le lyrisme poétique de Morrison. Contrairement à Led Zeppelin, dont la musique était imprégnée de blues, de hard rock et de mysticisme, les Doors étaient connus pour leur sonorité psychédélique, leurs paroles sombres et poétiques, et l'image sombre et rebelle de Morrison. Si de nombreux fans et critiques ont salué les paroles profondes et poétiques de Morrison et sa présence scénique débridée et imprévisible, Plant les a jugés en grande partie artificiels et exagérés. Il estimait que le personnage rock'n'roll de Morrison relevait davantage de la comédie que de l'expression authentique de sa personnalité. Le problème de Plant avec Morrison semblait provenir du comportement du leader des Doors sur scène. Il a un jour remarqué que le jeu dramatique et le comportement de Morrison semblaient forcés plutôt qu'organiques, donnant à ses performances une allure trop théâtrale plutôt que brute et authentique. L'habitude de Morrison de réciter de longs poèmes abstraits lors de ses concerts et de se perdre dans de longs jams psychédéliques, étirant souvent les chansons à l'excès, était perçue par Plant comme un exemple de l'auto-indulgence du groupe. À l'inverse, les performances de Led Zeppelin, bien qu'intenses et expérimentales, étaient avant tout axées sur la prouesse musicale plutôt que sur des monologues poétiques ou philosophiques. Alors que Zeppelin se livrait souvent à de longues improvisations instrumentales, la présence scénique de Plant était plus instinctive et dynamique, sans les connotations existentielles qui caractérisaient le personnage de Morrison. Pour Plant, le rock and roll était synonyme d'énergie, de passion et de spontanéité, tandis que la méthode de Morrison paraissait parfois artificielle et excessivement dramatique. Il existait également une nette différence dans la manière dont Plant et Morrison abordaient leur rôle de chanteur. Morrison se présentait souvent comme un poète rock, influencé par des grands noms de la littérature tels que William Blake, Arthur Rimbaud et Friedrich Nietzsche. Ses textes étaient chargés de symbolisme, de thèmes existentiels et d'images surréalistes, ce qui contribuait à son côté mystique.
À l'inverse, les influences lyriques de Plant s'orientaient davantage vers la mythologie, le folklore et les traditions du blues. Et ses performances mettaient davantage l'accent sur la puissance vocale et l'engagement avec le public que sur la récitation poétique. Au-delà de la personnalité scénique de Morrison, Plant avait également des réserves sur la musique des Doors. S'il reconnaissait le talent du groupe, il semblait trouver leur son et leur écriture complaisants, s'aventurant souvent trop loin dans l'expérimentation, sans conserver la force brute et motrice qu'il appréciait dans le rock. Cela ne veut pas dire que Plant n'appréciait pas la complexité ou la profondeur de la musique. Le catalogue de Led Zeppelin regorge de compositions complexes et de thèmes lyriques profonds. Mais il préférait une approche plus naturelle et émotionnelle à une approche trop intellectualisée. Malgré ces critiques, l'influence durable des Doors et de Jim Morrison sur l'histoire du rock est indéniable. Morrison reste l'une des figures les plus mythifiées du rock and roll, et la musique des Doors continue d'influencer les nouvelles générations d'artistes. Cependant, la critique de Plant soulève un point intéressant concernant la frontière ténue entre expression artistique et complaisance dans le rock. Ces commentaires reflètent également un contraste plus large entre deux écoles de rock, l'une prônant la théâtralité, la poésie et la profondeur existentielle, comme les Doors, et l'autre privilégiant l'énergie brute, la spontanéité et l'alchimie musicale, comme l'incarnait Led Zeppelin. Alors que les Doors étaient connus pour leurs atmosphères mélancoliques et hypnotiques, et le personnage poétique et sombre de Morrison, Led Zeppelin dégageait une énergie plus terre-à-terre et primitive, ancrée dans les traditions du blues, du folk et du hard rock. Dans Satori Driyisum, l'une des plus grandes critiques de Plant envers Guns N' Roses concerne leur retard notoire et leur comportement de rockstar. Le groupe est devenu célèbre pour ses débuts tardifs en concert, obligeant souvent les fans à attendre des heures avant de monter sur scène. Axl Rose, en particulier, s'est forgé une réputation d'imprévisibilité, retardant parfois les concerts ou quittant le groupe en plein concert à cause de problèmes techniques ou de conflits avec le public. Ce genre de comportement, tout en renforçant l'image rebelle du groupe, n'a pas plu à Plant, qui a toujours valorisé le professionnalisme et la ponctualité des prestations. À un moment, Plant s'est moqué avec sarcasme des retards chroniques de Guns N' Roses, en disant quelque chose comme « Si tu dois être en retard, sois au moins sage ». Son commentaire reflétait sa conviction que le sens du spectacle ne devait jamais se faire au détriment de la musicalité et de la fiabilité. Contrairement à Guns N' Roses, Led Zeppelin était réputé pour sa capacité à captiver le public sans délai inutile ni pitrerie de rockstar, hormis son comportement extravagant en coulisses, ce qui était une autre histoire. Les spectacles de Zeppelin étaient légendaires pour leur énergie brute et leur génie de l'improvisation, tandis que Guns N' Roses laissait parfois le drame et l'ego éclipser la musique elle-même. Au-delà de leur retard, Plant a également laissé entendre que Guns N' Roses privilégiait davantage la forme que le contenu. Si leur premier album, Appetite for Destruction, est largement considéré comme l'un des plus grands albums de rock de tous les temps, Plant semblait considérer le groupe comme un produit des excès de la fin des années 80, un groupe qui misait davantage sur l'image, la controverse et le spectacle que sur une véritable profondeur artistique. Cela ne signifie pas pour autant qu'il rejetait catégoriquement leur talent. Il a parfois loué le jeu de guitare de Slash et la voix unique d'Axl, mais il a laissé entendre que Guns N' Roses n'avait jamais atteint le même niveau d'innovation ou d'authenticité que Zeppelin. Plant, qui a toujours refusé l'idée d'être un dieu du rock ou une figure hors du commun, a peu de patience pour les rockstars qui semblent adhérer à leur propre mythologie. Axl Rose, avec sa personnalité imprévisible et son image grandiloquente, a souvent incarné le stéréotype du leader égocentrique. Cela contraste fortement avec l'approche de Plant ces dernières décennies. Il s'est éloigné de l'image surfaite de rockstar et a adopté une identité artistique plus discrète. Se concentrons sur le folk, le blues et les musiques du monde plutôt que de s'accrocher à son passé de Zeppelin. Il est intéressant de noter que si Plant a critiqué Guns N' Roses, Axl Rose a toujours été un admirateur de Led Zeppelin. Rose a cité Plant comme l'une de ses plus grandes influences, intégrant souvent des reprises de Zeppelin dans les concerts de Guns N' Roses. Sun Style Vocal, allant des gémissements aigus aux phrasés rauques et bluesy, s'inspire indéniablement de la voix de Plant. Malgré cela, Plant n'a jamais semblé particulièrement flatté par la comparaison, probablement parce qu'il perçoit la musique de Zeppelin comme plus profonde et transformatrice que celle de Guns N' Roses. Cela dit, Plant n'est pas rancunier,
et ses attaques contre Guns N' Roses semblent davantage empreintes d'amusement que de dédain sincère. Il a toujours eu un humour pince sans rire, et ses remarques sur le retard et les excès rock de Guns N' Roses sont peut-être plus enjouées que franchement dédaigneuses. Il comprend que chaque époque du rock apporte son lot d'attitudes et de comportements. Et même si Guns N' Roses n'était peut-être pas sa tasse de thé, ils étaient indéniablement l'un des groupes les plus importants de leur époque. Que pensez-vous des 5 groupes que Robert Plant déteste? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour les prochaines. Au revoir.